On va se plonger dans l'histoire d'une compagnie qui était, à la base, née pour dominer les mers, mais qui a en fait passé un siècle entier à apprendre comment survivre. C'est un véritable voyage à travers les guerres, les catastrophes, les crises. Bref, une grande leçon de survie, d'innovation et de transformation permanente. Et cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de notre histoire. L'idée, ce n'est pas d'attendre que le temps s'améliore, non, c'est d'agir, de prendre les choses en main face aux difficultés. C'est vraiment ça, la clé de la survie, surtout dans un monde aussi imprévisible que celui du transport maritime. C'est exactement ce qu'on va voir. Comment cette compagnie, qui deviendra plus tard BP Shipping, a dû apprendre à ajuster ses voiles, encore et encore. De la guerre aux catastrophes, en passant par les pires crises économiques, elle a toujours dû trouver le moyen de changer de cap pour ne pas couler. Alors, pour bien comprendre le chemin parcouru, revenons au tout début, 1915. À sa création, la flotte de cette entreprise, elle ne compte qu'un seul navire, un seul. C'est un début incroyablement modeste, surtout quand on pense aux géants que ça va devenir. Et maintenant, on fait un bond d'1 siècle. Le contraste est juste saisissant. La capacité de la flotte, que ce soit les navires qu'elle possède ou qu'elle contrôle, atteint à peu près 5 millions de tonnes. C'est cette croissance absolument spectaculaire qu'on va décortiquer ensemble. Alors, première partie, forgée par le pétrole et la guerre. On va voir comment un besoin purement stratégique a donné naissance à un véritable géant du transport maritime. Pour comprendre la naissance de cette compagnie, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, au début du XXe siècle. La clé du pouvoir mondial, c'est la domination navale. Et un certain Winston Churchill l'a très bien compris. L'avenir, ce n'est plus le charbon, c'est le pétrole. C'est beaucoup plus efficace. Alors, pour sécuriser cet approvisionnement crucial qui vient de Perse, la Grande-Bretagne va faire plus qu'investir dans une compagnie pétrolière. Non, elle va créer sa propre flotte dédiée, la British Tanker Company. On n'est pas dans le commerce là, on est dans la sécurité nationale pure et dure. Et d'ailleurs, pour bien marquer le coup, l'importance de cette flotte, on la voit jusque dans le nom des navires. On a le British Emperor, la British Queen. Chaque nom, c'est une véritable déclaration politique. Ces bateaux, ce sont des symboles flottants de la puissance de l'Empire britannique. Le destin de l'entreprise est lié à celui de la nation, c'est une évidence. On passe à la deuxième partie, l'épreuve du feu. On va voir comment l'entreprise a survécu à 2 guerres mondiales et à des pertes absolument inimaginables. Il faut bien s'imaginer la situation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque voyage est une mission à haut risque. Les pétroliers, ce sont les artères de l'effort de guerre allié. Ils transportent le carburant indispensable. Du coup, pour les sous-marins ennemis, couler un pétrolier, c'est une victoire stratégique énorme. Et ça transforme chaque marin en soldat de première ligne. Et les chiffres, ils font froid dans le dos. 50 navires de la compagnie ont été coulés. 657 marins ont perdu la vie. Derrière ces statistiques brutes, il y a le sacrifice immense de la marine marchande. Chaque chiffre, c'est une histoire de courage et souvent une histoire de perte. Mais au-delà des chiffres, il y a des histoires humaines qui sont juste incroyables. Prenez l'évasion de John Dawson, par exemple. C'est un témoignage incroyable de résilience. Son navire, le British Strange, est coulé. Il est fait prisonnier. Mais il refuse d'abandonner. Il va sauter d'un train en marche en France et réussir à s'échapper à travers toute l'Europe occupée pour rentrer en Grande-Bretagne. Son histoire est tout simplement extraordinaire. Troisième chapitre maintenant, géant et désastre. On va parler de l'épée à double tranchant qu'a été l'ère des super pétroliers. Et là, c'est le drame. Le British Crown. Une explosion massive pendant un chargement. 19 personnes tuées. Ça a été un choc terrible. Un rappel brutal pour toute l'industrie des dangers que représente le transport de quantités aussi gigantesques de pétrole. La question n'était plus seulement comment transporter, mais bien comment transporter en toute sécurité. Mais comme souvent dans cette histoire, d'une catastrophe va naître une innovation majeure. Pour lutter contre ce risque d'explosion, la compagnie va être pionnière dans l'adoption du système de gaz inerte. Le principe est assez simple en fait. On remplace l'oxygène dans les citernes par un gaz qui ne brûle pas pour neutraliser les vapeurs explosives. Et cette solution, qu'elle va perfectionner, va devenir une norme de sécurité mondiale. Et l'enchaînement est terrible. À peine 1 an plus tard, nouvelle catastrophe. Le Torrey Canyon. Alors ce navire n'appartenait pas à la compagnie, il était juste affrété, mais le résultat est le même, une des premières et des plus grandes marées noires de l'histoire. L'impact environnemental est dévastateur sur les côtes anglaises et françaises. Cette fois, le défi n'est plus seulement technique, il est environnemental. La question de la responsabilité écologique devient centrale. Quatrième partie et un nouveau type de tempête, la tempête économique. On va voir comment une crise géopolitique a bien failli mettre ce géant du transport maritime à genoux. Ce graphique parle de lui-même. Il montre vraiment l'ampleur du désastre.
La crise pétrolière des années 70, puis la récession des années 80, ça a littéralement dévasté l'industrie maritime britannique. En à peine plus de 10 ans, le tonnage enregistré au Royaume-Uni s'effondre. On passe de 33 millions de tonnes à seulement 8,3 millions. C'est un véritable effondrement. Donc, pour survivre, il fallait une fois de plus ajuster les voiles. Mais là, on ne parle pas d'un petit ajustement, on parle d'un changement de cap radical. L'ancien modèle, celui où la compagnie possédait 90% de sa flotte, n'était tout simplement plus tenable. Alors elle a dû opérer un virage à 180 degrés. Elle a vendu massivement ses navires pour n'en posséder plus que 20% et louer le reste. C'est un changement fondamental. On passe de propriétaire de bateau à gestionnaire de flotte, beaucoup plus agile. Et on arrive à la 5e et dernière partie, la renaissance du risque. Comment l'entreprise a réussi à se reconstruire pour devenir un leader en matière de sécurité et de technologie marine. Et le grand déclencheur de cette renaissance, c'est une autre catastrophe, celle de l'Exxon Valdez en Alaska. Ça a été un tournant pour toute l'industrie. Cet événement a provoqué une nouvelle vague de lois, avec notamment l'obligation d'avoir des pétroliers à double coque. Mais au lieu de subir ce changement, la compagnie va complètement l'adopter. Elle va se réinventer, se positionner comme l'experte en gestion des risques marins pour tout le groupe. Et ça va lancer un programme de renouvellement de la flotte absolument gigantesque au début des années 2000. Aujourd'hui, le rôle de cette entité dépasse de très loin le simple transport de pétrole. C'est devenu le centre d'expertise maritime de tout un géant de l'énergie. Ça gère des projets offshore ultra complexes. Ça innove en créant des navires plus écologiques. Et ça impose des normes de sécurité très strictes. Bref, la petite compagnie de transport du début s'est métamorphosée en un véritable maître de la gestion des risques en mer. Au final, cette histoire qui s'étend sur un siècle, c'est une leçon d'adaptation permanente. Chaque crise a forcé un changement. Chaque défi a poussé à l'innovation. La grande question qui reste, c'est quelle sera la prochaine grande vague à affronter? Et comment est-ce que l'industrie du transport maritime devra, encore une fois, ajuster ses voiles pour y faire face?